He takes his hat, his gloves, and his cane. His takes his hat, his gloves, and again he hurries down the alley. His hat, his gloves, and his cane. His gloves, and the light, the is right, and goes to the light. When the road, the is right, is going to the Bonjour à tous. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Les Bonsoir agités aux sont là. agités. Des agités, dans les agités du bocal, c'est normal, mais aussi des invités. Ça fait bien déjà quelques années qu'il promène sa gueule d'ange sur pas mal de scènes. Il est passé maître dans l'art du stand-up à l'américaine, il y tient. Tomer Sisley sera dans les agités du bocal. Vous savez qu'en ce moment, on parle pas mal de politique. Et ben, on a un journaliste politique qui est là avec nous. Il s'appelle John-Paul Lepers. Si vous regardiez le vrai journal il y a quelques années, vous l'avez souvent vu apparaître dans le cadre poser ses questions. Il a fait un reportage sur Sarko, un reportage sur Sego. On va parler des deux. Et vous allez voir que il a plutôt un avis. Hein. Il est plutôt engagé comme journaliste. Il est comme ça, John-Paul. Et pour nous accompagner tout au long de l'émission, un comédien, humoriste. C'est le genre de type dont on adore les portraits, sauf quand ils vous sont consacrés. J'ai nommé Stéphane Guillon. Stéphane Guillon. Ici, Stéphane. On vous voit un peu. Que les gens vous voient en vrai. C'est pas du Il tout... est comment en vrai alors, Stéphane Guillon? Ouais, les gens sont intéressés. Ah, il a la classe, il a la classe. Ouais. Non mais c'est pas... t'es d'accord, c'est pas du tout une tenue d'humoriste. L'humoriste, c'est plutôt jean, t-shirt. Plutôt journaliste. Ouais, voilà. Plutôt journaliste. Ça me va droit au cœur, merci. Allez, tu sors. Bon, on va laisser Stéphane qui va te faire une petite démonstration, tu vas voir, sur ton pouvoir de Une vente. question qu'on se pose à chaque fois, est-ce que notre invité fait vendre? On a beau être sur le service public, malgré tout, on a ce genre de questionnement. Est-ce qu'il fait vendre, Stéphane? On va voir. On va s'asseoir. Stéphane Guillon, mesdames, messieurs. Alors oui, c'est ça la question. Est-ce que Stéphane Guillon fait vendre? Oh là! Maintenant que j'ai bien réfléchi, je dirais même oh là 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 là. C'est-à-dire qu'il a choisi un positionnement assez difficile. C'est le plus méchant de la télévision. Et ça, le publicitaire, il aime pas tellement. Lui, ce qu'il veut, c'est des gens sympas pour vendre. Vous avez remarqué, je le dis à chaque fois, les mères de famille, quand le gosse arrive tout taché, elles ont toujours un grand sourire. Vous imaginez Stéphane Guillon, le gosse qui arrive? Papa, je me suis fait une tache! Guillon, hop, clé de bras, je te le jette dans la machine, température 90, essorage 1500 tours. Et pendant 1h30, il le regarde avec son petit sourire narquois en train de tourner. Bon, moi, ça me fait rire, hein. Le gosse qui sort, qui ressemble à Petrucciani, ça aussi, ça me fait rire. Mais ça fait pas vendre de la lessive. Non, non. D'ailleurs, on dit pas que Stéphane Guillon fait des papiers à la lessive. Non, on dit qu'il fait des papiers au vitriol. Le vitriol, c'est quoi? C'est de l'acide. Bon, on vend pas vraiment de vitriol aujourd'hui. Le produit domestique qui ressemble le plus au vitriol, ça serait le desktop. Je dis desktop pour pas dire des bouchiottes, hein. Mais qui achèterait du desktop avec la gueule de Stéphane Guillon dessus? On aurait peur. On met 3 gouttes pour enlever un truc qui bouge. Le résultat, c'est le tuyau qui disparaît. On a un trou de but à la place des chiottes. À la fin, personne n'en veut. Non, c'est pas facile, hein. Stéphane Guillon, c'est le poil à gratter. C'est l'humour qui... Je sais pas, c'est un humour qui met mal à l'aise, qui démange, qui... Un peu comme une mycose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah, il y en a qui rigolent pas. Non, mais je comprends ceux qui rigolent pas, hein. Quand on est encore puceau, on sait pas ce que c'est qu'une mycose, hein. Mais vous allez voir, vous allez vite savoir. Et alors à la télévision, on vend des produits contre les mycoses, mais c'est un mot qu'on connaît pas. Il faut l'identifier, ce mot. Il faut un visage qui aille avec. Un visage, bon, bah, très très méchant. Et là, on a un petit clip de pub, bah, qui marche pas trop mal, on regarde. Et oui, vous me reconnaissez? Je suis le parasite qui se nourrit de la crasse qui s'installe entre vos doigts de pied. Chut. Un traitement efficace qui rend les parasites sympathiques.
Ah oui, il le dit dans son spectacle, hein, et il vaut mieux attraper une druckérite hein, qu'une guillonite, hein, ça c'est sûr. Non mais c'est vrai que c'est une vraie question pour la science, mais pourquoi est-il aussi méchant ce Stéphane Guillon? Le mec qui trouve, il a le prix Nobel à mon avis, parce qu'il y a des gens qu'on comprend, hein, on les connaît les méchants. Bon, Carlier, on sait qu'il est méchant, mais on sait qu'il est malheureux. Il est arrivé, soi-disant une tonne de tendresse, résultat, bon, un pli d'amertume, un pli d'hypocrisie, un pli de lâcheté. Voilà, on sait un peu pourquoi il est méchant, parce qu'il est très malheureux. Moi j'ai bossé avec Marco. J'ai bossé avec Marco. Je sais pourquoi Marco est méchant. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un garçon plutôt timide, un peu frêle, en cours de récré, vous imaginez, c'est jamais facile dans ces cas-là. Et ben maintenant, le plateau de télé, c'est sa cour de récré et c'est lui le caïd. Là aussi, je comprends. Mais Guillon, pourquoi? Pourquoi Guillon? Il est beau, il est drôle, il a du charme. Pourquoi il est si méchant? Alors, deux solutions. Soit c'est un psychopathe, auquel cas la police ferait bien de faire une petite descente. Des fois qu'il a une cachette à la cave, avec des gosses qui courent dans les squares. Enfin, je dis ça, je dis rien. Soit il a mal, comme les autres, quelque part, mais à un endroit caché. Un endroit qu'on ne connaît pas, ça lui fait très mal, mais on ne le voit jamais à un endroit embarrassant. Je sais pas, c'est sûr qu'une bonne crise d'hémorroïdes, ça peut rendre méchant. Mais regardez, on a vraiment une solution. Regardez ça. Ça fait pas envie, un truc comme ça? Avant de devenir aussi méchant, soignez-vous, préparation G. Regarde, une noisette suffit en plus. Ça, c'est un produit efficace, hein. Bon, on peut en vendre, à mon avis. Une affiche aussi classe. Ah ouais, c'est sûr que l'hémorroïde, c'est jamais facile d'en parler. Enfin bon. Le problème, c'est que voilà, c'est le positionnement trop difficile d'être méchant. Regardez, même Benjamin Castaldi, on le sait, il le dit dans la presse, hein, il s'est acheté une batte de baseball exprès pour Stéphane Guillon. Il a exprès enfoncé des clous dedans avec un marteau et il l'a mis exprès dans le coffre de sa bagnole au cas où il croise. Dans 2-3 ans, des ennemis comme Castaldi, il en aura encore plein. Stéphane Guillon, ça va devenir impossible de vivre à Paris. C'est l'exil. Et là, je le vois bien finir sa carrière comme Carlos ou comme Antoine, vous savez, les gens qui vivent aux îles et qui reviennent de temps en temps prendre un chèque avant de repartir. Je sais pas pourquoi, je le sens ce truc-là. J'aurai 60 ans, je serai dans le métro, je me dirai encore 15 ans avant la retraite, parce que ça sera comme ça plus tard. Hein. Et puis je sortirai du wagon et je tomberai sur cette affiche. Et je me dirai, merde, il me fait encore rire ce con. Tu vois? Bah voilà, c'est lui le plus fort, il est 1h30 avec nous, j'espère qu'il sera pas si méchant que ça. En tout cas, on l'applaudit, bravo. Merci Stéphane. Bon. Stéphane Guillon, bienvenue dans Les Agités. Bon, tout ça, c'est une façade. Moi, je le sais, on se connaît un peu. Je sais que vous êtes une petite crème. On va le démontrer. Il y a des journalistes qui sont plus drôles que les humoristes. La preuve. Ouais. Je crois que c'est un compliment. Bah oui, je crois que c'en est un. Mérité. Ah ouais, on est étonné quand... Un petit... Il lui avait écrit un super discours. Hein. Un petit tour des Agités du bocal. Régis Maillot, je ne te le présente pas. Je tutoie parce que on a bossé ensemble au Fou du Roi tous les trois. Donc voilà. Régis Maillot, pardon. Tu es parti du Fou du Roi? Non, toi t'es parti. Ah, moi j'y suis toujours. Donc Régis Maillot, je te le présente pas. Il est blogueur dans cette émission. Les agités, ce sont des grands enfants qui ont besoin qu'on leur raconte des histoires. Ben est là pour ça. Pas de bonne émission de témoignage sans scientifique. La question scientifique ici, c'est Teston, docteur en sémiologie. Puis, comme d'habitude, le meilleur pour la fin, celle que l'on dévore des yeux depuis le début de l'émission. Il va falloir arrêter. Bon, j'arrête alors, ok. Sans la regarder, je dis qu'elle s'appelle Sidonie, qu'elle est passionnée d'Internet, et que, puisque vous êtes là et que vous aimez l'humour noir, vous dites ça dans votre spectacle. Moi, j'ai pris l'humour noir, et ben, vous avez vu, on a vu que vous avez de la concurrence un peu sur Internet, en tout cas les collègues. L'humour noir, donc en gros, c'est quoi? C'est ce qui ne fait pas vraiment rire a priori. Et vous, dans votre spectacle, Stéphane Guillon, on peut dire que vous flirtez quand même pas mal avec le disciple, la moralité. On peut le dire. On peut le dire. Par exemple, un cancérologue qui propose à son patient une carte fidélité cancer pour qu'il puisse bénéficier d'une 5e chimio gratuite. Et bon, s'il peut pas s'en servir, c'est pas grave, il peut en faire profiter un proche. Ça, c'est l'humour noir. Moi, j'adore. Donc, l'humour noir, ça dérange, ça fait rire et ça fait vendre. Et pas seulement des places de spectacle, ça fait aussi vendre toutes sortes de produits de grande consommation. Et donc, la publicité en raffole. Et il prend son pied à frayer avec tous les tabous. Et pour commencer, avec le plus grand d'entre tous les tabous, c'est la mort. I should feel you given tomorrow Saturday, so I could be able to go home tomorrow. Daddy's gonna be so excited. All good. That killed him. On n'avait dit pas les enfants.
Mais l'enfant n'est pas mort. L'avantage majeur, c'est beaucoup plus écologique qu'un insecticide en même temps. Enfin, si on peut avoir 2-3 règles dans cette émission, pas les enfants, pas les juifs et pas ma mère. Ouais, non, on n'est pas sortis alors. Ça, c'était une publicité pour une. Anglo-saxonne, malheureusement. Exactement, américaine plus précisément pour une assurance vie. Pourquoi puis vous ils êtes ont- sûr comme ça que c'est pas français? Ben, parce que l'humour noir est présent, Parce que c'est traduit. dans la Il pub parlait- depuis il parlait des en années anglais chez aussi, les donc. anglo-saxons et malheureusement pas ici, quoi. Voilà. Nous, l'humour noir, non. Bah, en tout cas, pas en publicité. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils utilisent l'immoralité pour faire la morale et dire ne jugeons pas trop vite, attention, ce type n'est peut-être pas mort, puisque c'est pour eux une assurance vie. Voilà, l'humour noir, mais oui, s'attaque aussi aux plus faibles d'entre nous, par exemple les vieilles personnes, les animaux, et parfois même les vieilles personnes et les animaux. Ça, c'est un doublé, c'est terrible. Regarde. Kiki Kiki Ah, bon. Bento Cronen Light. Encore des anglo-saxons. Non, c'est une publicité belge qui vante les Belges. les mérites de la légèreté de certaines croquettes. Là, c'est quand même assez amusant qu'ils utilisent comme ça, enfin qu'ils martyrisent un peu leurs futurs consommateurs. C'est un peu le luxe que peut se payer l'humour noir. Les Belges, hyper Voilà. forts en humour noir. Je vous conseille la sortie en DVD d'un film qui s'appelle Dickeneck, qui était sorti au mois de mai dernier, fait par des Belges. C'est un sommet d'humour noir et d'humour trash. Vous savez que l'humour noir, ça ne délivre pas que des messages, hein. C'est aussi complètement gratuit. Et je sais C'est pas même si- là que c'est bon, en fait, C'est hein. même là que c'est très bon, et vous allez voir. Les piscines dans la télé-réalité, en général, c'est un endroit un peu stratégique, névralgique, où se passe un tas de rencontres, de tas de choses. C'est un peu comme l'Oppidum. J'en Des fais souvenirs des de tonnes vacances, extraits, vous allez peut-être, voir. Sidonie Non, pas du tout. Oh non, moi non. Absolument pas. Donc la piscine, centre névralgique et capitale dans toutes les téléréalités. Et on y fait aussi donc, des rencontres, et puis il s'y passe parfois quelques accidents. Regardez. C'est pas de l'humour noir, c'est de la scatologie, ça. Non, mais- C'est l'humour scato, ça. Ouais. Non, mais l'absence de réponse, c'est aussi une bonne preuve de l'humour noir, enfin, C'est limite l'absence une de pub pour réaction. Erika, là, quand même. Ça, c'est un bachelor anglais, en fait, et donc une candidate a eu comme une sorte de petite gastro, on peut dire, et favorisée par la chaleur de la piscine. Du bain bouillonnant. Voilà, exactement. Une sorte de C'est petite sympa. gastro. Ou alors une énorme gastroentérite, si tu préfères. C'est joli. Elle a Voilà. fait une bulle. C'est sur la Sidonie Bonnec. Stéphane, ce qu'on va faire, c'est que vous allez Oui. pouvoir remontrer à nouveau votre magnifique costume, puisqu'on va aller s'asseoir tous les deux là-bas. Attention, on se charrie sur les vêtements, c'est Oui. ça le principe? D'accord. Il faut le savoir. Stéphane Guillaume et son beau costume. Par ici. Vous les connaissez, vos surnoms? Moi, je les connaissais pas, j'ai découvert ça dans la presse. Dark Vanner. Alors, Dark Vanner, ça c'est le premier surnom. Dark ouais. Vanner, il doit y en avoir d'autres plus méchants, je Non, pense. la guillotine du PAF. La guillotine du PAF. Ouais, non. Ouais. Non, Dark Vanner, c'est mieux en fait. Dark Vanner, c'est plus drôle. Bon. Alors, comme on le disait tout à l'heure, vous avez choisi l'humour noir. Alors, on dit ça comme ça, mais en une formule, mais pourquoi finalement? Est-ce que vous aviez des prédispositions naturelles à Moi, ça? je pense pas qu'on choisit un type d'humour, Ouais. parce que les gens qui choisissent un type d'humour se plantent. Régis, par exemple, qui a un humour aussi assez noir, c'est sa nature, c'est sa façon à lui de voir la réalité, enfin de la décaler. C'est pour ça qu'il est bon. Donc je ne pense pas qu'on choisisse une forme d'humour. Est-ce que ça peut venir un peu de l'entourage? Est-ce que, je sais pas, quand vous étiez plus jeune, autour de vous, est-ce qu'il y avait, je sais pas forcément la famille proche, mais est-ce que vous étiez entouré par l'humour noir? Est-ce que vous admiriez des Il y a une grande humoristes? dynastie de salauds chez moi. Mon père était un enculé, grand-père était un enculé, et donc oui, fatalement. C'est un enculé qui faisait quoi? Placement financier, ce sont les pires. Hein. Une belle crapule. Et votre maman était dans l'art contemporain, là on en trouve moins pourtant. Elle y est toujours, Elle- ouais. pardon. Mais elle est bien là-bas, je trouve. Et est-ce que vous aviez des gens que vous admiriez, qui faisaient preuve d'humour noir? Je sais pas, je pense à des proches bien sûr, mais il y en avait peut-être d'autres. Bah, oui, il y a des proches, il y a le Luron, il y a Coluche. J'aimais bien les gens qui apportaient une notion de danger sur un plateau, comme Gainsbourg ou comme. J'adorais ça. Aujourd'hui, il y a moins de spectacles. Est-ce qu'à l'oreille, vous savez différencier un rire qui est provoqué par une bonne vanne et un rire qui est provoqué par de la gêne, qui est celui qu'on obtient d'ordinaire par l'humour noir?
À force d'entendre rire, vous êtes en tournée, Je pense qu'une bonne vanne d'humour noir, il y a à la fois la gêne, mais il y a aussi le... C'est comme quand tu n'as pas le droit de rire, par exemple. Souvent, tu es dans des situations, un enterrement, par exemple, tu n'as pas le droit de rire. Normalement. Normalement. Et puis tout d'un coup, il va y avoir quelque chose qui fait que tout d'un coup, le rire interdit, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est-à-dire que les larmes coulent et toi, tu essayes de garder. Donc, quand ça arrive en spectacle, quand les gens se disent « je ne devrais pas rire de ça ouais. », mais malgré tout, ils en rient, ça, on atteint un moment qui est très, très truculent. Vous avez déjà fait rire à un enterrement? Des potes comme ça par inadvertance ou... J'ai tracté à l'époque, je tractais moi-même pour mon spectacle, et c'était rue des Blancs-Manteaux, et il y a une chapelle ardente en face du théâtre, et j'avais le tract de mon spectacle, c'était C'est dur pour tout le monde, c'était mon premier spectacle, et moi je disais allez-y, c'est un type formidable, et je tendais le tract. Et généralement les gens ça les faisait marrer parce que je disais allez-y, c'est un type formidable, ils me reconnaissaient donc ils se marraient. Et là je donne le tract une fois et les personnes me disent c'est bon monsieur, merci. Je dis bon une fois, et une deuxième personne, je dis allez-y, c'est un type formidable, merci monsieur, c'est bon. Et tout d'un coup, je me dis, il y a un problème. 2 fois de suite, c'est pas normal. J'étais en train de tracter la queue de l'enterrement. Vous êtes actuellement en tournée, et ça fait 1 ou 2 ans que le spectacle marche super bien. Il a été à Paris en tournée, à Paris de nouveau en tournée. Votre humour noir, vous le mettez un peu partout, sur les people, sur la bouffe bio, sur l'environnement, sur la violence chez les adolescents. Enfin, il y a tout un tas de thèmes de société qui sont développés. Vous avez vu le spectacle? Je l'ai vu 2 fois, Stéphane. Ça me touche beaucoup. Ouais. Quel cabot celui-là. C'est bien que je l'ai vu 2 fois. Ouais. Extrait. Ah. L'idéal, je vais vous dire. L'idéal pour nous, comiques, c'est la catastrophe qui dure. Tchernobyl, c'est une mine d'or. Tous les ans, il y a des retombées. Tous les ans. Sauf en France, parce que le nuage s'est arrêté, la fin des tours, il est reparti. Non, c'est vrai, nous, on a été épargnés. Il y a des cancers de la thyroïde partout, sauf chez nous. C'est comme ça. Ah, Tchernobyl, c'est une mine d'or. Enfin, un poulet à 6 pattes, les enfants sont contents, il y a du blanc pour tout le monde. Vous voyez? Ça marche encore, quoi. C'est intemporel. Au printemps dernier, j'ai eu une maladie grave. J'ai fait une druckérite aiguë. J'aimais tout le monde. Là... Ma fiancée est entrée dans le salon, j'écoutais du Patrick Fiori. Bon, elle a cru à un gag et quand je lui ai dit j'adore cette musique, elle a compris que c'était grave. J'avais plus de recul, j'ai plus de recul. On me disait, t'as vu, Romane Cerda sort un disque parce qu'elle est avec Renaud. Je répondais non, elle sort un disque parce qu'elle a du talent. Voilà, Guillaume sur scène en tournée dans toute la France. Ce qu'on n'a pas pu montrer là, c'est vos talents d'imitateur. Il y a Lucchini, PPDA, Besnéard. Lequel vous préférez faire? Je ne vais pas vous aussi aller un petit peu comme ça pour nous faire plaisir. Il y a Marc-Olivier Fogel aussi maintenant. Ah, tiens, vas-y, je vais voir si c'est bon. Non, faut le voir sur scène. D'accord. Lucchini. Parce que je pense que c'est celui que je maîtrise le mieux. Et, voilà. Et que tu admires le plus, peut-être, dans les 3 que tu imites. On a eu le même professeur de théâtre. Ah bon? Jean-Laurent Cochet. Ah oui, d'accord. Donc ça crée des... Comme quoi? Ça crée des liens, quoi. Ouais. Un prof ne correspond pas toujours forcément le même résultat. Qu'est-ce que tu... Développe ce que tu es en train de dire. Je me demandais s'il y avait des vannes qui étaient plus faciles à faire sur scène qu'à la télé. Bah, sur scène, tu as 1h 3 quarts ou 2 heures ou 1h30 pour faire entrer les gens dans ton univers. Moi, si je démarrais le spectacle par certains sketchs qui sont à la fin, je me planterais, où j'aurais beaucoup moins de rire. Donc tu amènes les gens dans des choses beaucoup plus fortes ou beaucoup plus culottées dans la façon, dans la construction du sketch. Parce que tu bénéficies d'un contexte. Alors qu'à la télévision, tu as 5 minutes, tu es donc sur une écriture télévisuelle qui doit être très brève, qui doit être très efficace tout de suite. Donc souvent les gens te disent, enfin je sais pas, Régis, ça doit être la même chose, Ben, c'est la même chose, ils te disent « Ah mais vous êtes mieux sur scène qu'en télé ». Mais c'est souvent le cas parce que tu as plus de temps pour faire découvrir ce que tu sais faire. Quoi. Pourtant, en télé, tu vas pas avec le dos de la cuillère. Ah Ben, qu'est-ce que tu en penses ? C'est dans Salut les Terriens avec Thierry Ardisson. Petit florilège. Ça va, je vous dérange pas tout Non, on s'apprécie. Voilà. Allez-y, parlez, allez-y. J'ai demandé à Ben ce qu'il en pensait de ce que je... Non, allez-y, parlez. Je crois que j'ai pas de retour... Ah donc en plus, c'est pas intéressant. Ouais, voilà. Ah, il a pas de... Bon, c'est pas grave.
Donc j'étais en train de dire un truc un peu primordial pour toi, c'est que tes vannes, elles sont plutôt bonnes chez Thierry Ardisson dans Salut les Terriens. Et qu'on en a fait un florilège. Ah, merci. Je t'en prie. T'es gentil. Mars, encore un bébé caché pour Albert de Monaco, son 3e. Si vous avez couché avec le prince, la principauté met en place un numéro vert, le 0800 3000. Showbiz, Dalida entre dans le domaine public. Une mauvaise nouvelle pour Orlando, son frère. À 71 ans, généralement, on perd sa prostate, lui perd sa bourse. Société, dans VSD, les photos d'Amelia, 280 grammes à la naissance. Un bébé très facile à congeler, contrairement au petit Courgeot qui à deux remplissait le congélateur. Là, tête bêche, on peut en mettre 24. Ça fait une crèche, une idée pour de la Noé. Mai 2007, défaite de Nicolas Sarkozy à la présidentielle. D'origine hongroise, le président de l'UMP quitte la France, victime de sa propre loi sur l'immigration choisie. People, dans Gala, le rappeur Puff Daddy nous présente ses jumelles. Une véritable provocation pour Pascal Sevran qui souhaite stériliser les Noirs. Société, un bracelet électronique pour retrouver les bébés enlevés. Où sont-ils? Dans le congélateur, la cheminée ou au fond de la Bologne? Décembre, Isabelle Dinoir, la greffée du visage, a eu un bébé avec Franck Ribéry. Un garçon prénommé Picasso. Eh ouais. Alors c'est vrai, on se dit, mais... Moi, personnellement, je n'aurais pas applaudi. Hein. Je ne cautionne pas du tout ce C'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il est aussi méchant? Ce gars-là, c'est la question que posait Stéphane. Mais alors voilà, moi sur la méchanceté, parce que Stéphane en a déjà parlé. parlé, moi je ne trouve pas ça méchant. Tout le monde me dit, vous êtes méchant, mais moi je ne me considère pas comme quelqu'un de méchant. Je considère que c'est plus une démarche, on dit que l'humour, elle est un peu la politique du désespoir, mais par rapport, par exemple, au bébé congelé, tu vois. La politique ou la poésie? La politique du désespoir. Les bébés congelés. Moi, j'ai une petite fille de... Je crois que c'est la politesse du désespoir. Ou la politesse du désespoir. Je pense qu'on peut dire les deux, d'accord? J'ai une petite fille qui a 5 mois. Il se trouve que j'ai eu cet enfant en même temps que l'affaire des bébés congelés. Donc les bébés congelés, c'est quelque chose qui, comme chacun ici, est extrêmement choquant. En même temps, que faire? En plaisanter, parce que le rire est une soupape, tu vois, c'est un truc où ça t'aide à respirer aussi. Parce que les choses sont tellement insupportables que si tu n'en ris pas, c'est la phrase de Beaumarchais, je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. C'est bien, je l'ai bien dite celle-là. Parfait. Merci. Mais c'est ça, quoi. Donc, après, Guillon, il est méchant. Je trouve que méchant, c'est extrêmement réducteur du travail de quelqu'un. Parce que tout d'un coup, il est méchant. Point final. Moi, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Dans la vie, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Tu vois, Lucchini, il ne demande jamais pour ses citations parce qu'il sait qu'elles sont bonnes. Ça, par exemple, c'est méchant. Non, mais pour creuser ce que tu dis là, pour se connaître un tout petit peu dans la vie, t'es plutôt solitaire. Oui. Comme garçon, t'es super angoissé. Donc là, t'as parlé de tes enfants, mais je sais que la question du couple, ça t'angoisse un peu. La vieillesse, ça t'angoisse. Le fric aussi, peut-être même un peu, ça t'angoisse. Alors que toi, pas du tout ça. Je suis pas très introspectif comme garçon, alors que toi, tu l'es beaucoup. Mais c'est pas moi là qu'on interroge, c'est toi. Moi, j'aimerais bien t'interroger un jour. Bah, sois journaliste. Pourquoi pas, j'ai le costume déjà. T'as pris un peu le boulard maintenant que t'as du succès ou ça va? La grosse tête? Ouais. Bah, c'est ce qu'on dit, hein, mais bon. Comme les gens ont toujours des méchancetés à dire sur toi. Alors, la grosse tête, si tu veux. Moi, j'ai 43 ans. Il les fait pas. Hein. J'ai commencé à faire du théâtre et à travailler à 17 ans. Et ça fait 25 ans que j'essaye d'avoir une petite place et ça fait 3 ans que ça marche. Et je dirais que si je devais avoir la grosse tête, j'en ai tellement vu, ça a été tellement dur que j'apprécie vraiment ce qui m'arrive. Après, si je me prends parfois au sérieux, certainement, quoi, parce que on se prend tous à un moment donné au sérieux. Mais la grosse tête, honnêtement, je pense pas. C'est surtout, ça doit être la jalousie surtout. Non, mais dès quelqu'un a du succès, on cherche aussi à trouver des choses à lui reprocher. C'est toujours la grosse tête, il est méchant, c'est un comédien raté. Je peux dire exactement tout ce qu'on dit sur moi. Ouais. Ça, c'est vrai. L'avantage aussi, à un moment donné, d'être détesté par beaucoup, c'est que tu finis par t'en foutre.
Donc tu as une sorte de très très grande liberté. C'est même un peu jouissif d'être détesté. Il y a quand même des gens qui te font confiance. Je sais que Claude Berry t'a confié l'écriture d'un scénario parce qu'il trouve ton travail formidable. Enfin, il m'a pas confié, il m'a dit qu'il aimerait bien. Que Ah d'accord, voilà, ça se fait, ça va se Ça faire se fait si moi, à un moment donné, je m'y mets, quoi. J'avais envie de te faire un exercice auquel tu ne te prêtes jamais. C'est dire du bien des gens. Ouais, avec plaisir. Alors, Flavie Flamand. Flavie Flamand. J'ai choisi des trucs hyper durs, forcément. Non. A enfin fait un choix de vie intéressant. Tu vois? Non mais, Michael, bien pris. Michael Youn. Michael Youn. Ah, c'est dur. Ouais, c'est dur. Il y a un truc gentil. Un truc gentil, bah oui. Un truc gentil. Ah, Michael Youn, je voudrais pas l'accabler non plus. D'accord. Amira Kazar. Amira Kazar. Simplicité. Grande simplicité, à la fois vestimentaire, à la fois dans sa façon, de parler de son travail, du 7e art et des gens qui l'entourent. Vincent Delerme. Peut-être son côté très rock. Ça, tu l'envies là-dessus. Ouais, je trouve qu'il envoie le bois, quoi, comme on dit. Et Sophie Davant. Sophie Davant, je comprends pas qu'on lui ait pas encore confié une émission littéraire. Stéphane Guillon. Tu vois? Comme quoi, je comprends pas pourquoi on te prend pas pour faire des chroniques panégyriques sur les invités dans les talk-shows, parce que tu fais ça très bien. On devrait, oui. On devrait. C'est dommage. La NPE Spectacle, t'as connu ça ou jamais? Énormément, oui. Énormément? Ouais. Donc nous, on a un partenariat avec eux. Et donc pour aider certains à un peu émerger, ils nous confient des artistes qui font un petit magnéto. Aujourd'hui, c'est des mimes. Tu vas voir, c'est très chouette. Il n'y a pas de son alors. C'est le moment de l'émission où on parle de sujets qui nous intéressent vraiment, le sexe, l'argent et la mort. C'est vraiment les sujets qui peuvent virer à l'obsession. Il y a un sujet dans ces trois qui vous obsède plus que les autres? La mort. On garde le meilleur pour la fin. Hein. D'accord. Ah, on tombe sur l'argent en premier. Argent, vous avez combien sur vous? Pas grand-chose. Là, sur moi, Ouais. tout est dans la loge. Donc vous n'avez aucune idée de ce que vous avez? Moi, je dois avoir une 50aine d'euros. Ah oui, donc pas de grosses liasses, rien de spectaculaire. Quoi. Non. Bon. Vous avez gagné combien pour votre premier salaire? À la télé? Je sais pas, dans la vie, votre premier métier, c'était quoi et vous avez gagné combien? Premier métier, c'était déménageur. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, je me dis que vous devez être costaud, donc je dis rien. Non, j'étais pas costaud. C'est ça qui était drôle d'ailleurs, c'est que j'étais Vous conduisez viré la assez camionnette vite. ou non? Non, j'ai déménagé parce que j'ai quand même payé le même salaire que les autres, donc j'ai fait ça en job d'été. Et vous faisiez l'argent, vous en avez fait Avec quoi? des Auvergnats, c'était drôle. Ils parlaient pas de toi, je comprenais rien du tout. L'argent, je l'ai dû le dépenser vite, quoi. Mais en quoi, à l'époque, quand vous étiez jeune, ce qui vous faisait... Des livres ou de la boîte de nuit plutôt? Généralement, c'est ça. Hein. J'étais pas du tout boîte de nuit, moi. Donc beaucoup de livres, surtout. Beaucoup de livres. Vous gagnez combien aujourd'hui? Je gagne beaucoup d'argent.
Cet argent, aujourd'hui, quand vous dites que depuis 3 ans vous êtes là, au moment où vous en gagnez mieux, vous auriez trouvé ça honteux, le salaire d'aujourd'hui à la télé ou Oui, certainement. À un moment, vous avez pesté un peu contre ceux qui gagnaient beaucoup à la télé en disant... Non, parce que je ne suis pas envieux, mais à la limite, je pense qu'on est un peu aussi comme des joueurs de foot, quoi. C'est que tout d'un coup, on peut se casser quelque chose et la carrière Ouais, surtout avec Benjamin Castaldi, c'est vrai que ça peut mordre un arriver vite, hein. steward et tout d'un coup, on trouve Ah, plus il y de a boulot, ça quoi. aussi. On n'est pas à l'abri de péter les plombs non plus. Pour combien est-ce que vous accepteriez de vous prostituer? D'abord, il faudrait qu'un client ait envie de moi. Parce qu'elle se paraît, il est intéressé. Lui, il n'a pas beaucoup de chance. Ah et non? Non. Mais vous pourriez, pour de l'argent, vous avez l'impression que vous pourriez faire ça? Non, je me prostituerais pas pour de l'argent. Je me prostituerais pour donner à manger à mes enfants s'ils avaient faim, par exemple. Wow, c'est beau, ça. C'est beau. Et à qui vous donnez? On l'a fait pas dire quand même celle-là. Hein. Et à qui vous donnez? Aux associations, c'est ça? Je sais pas, à qui vous voulez, mais... Ou à mon boucher, quand... C'est quoi la question? À donner, normalement, le boucher, c'est en échange. C'est en échange, ouais. donc donner. Donner. Des associations. Dans la rue, non Dans la rue, si, quand pas tout le temps, mais de temps en temps. Plus l'association. On parle de sexe. Si vous étiez un animal sexuel, vous seriez lequel? Le scorpion. C'est pas un animal qui a une grande queue, ça, des fois? Non, il a 2 petites queues, mais il sait s'en servir. Ah, les filles qui rigolent, mais elles ont l'air un peu intéressées en même temps. C'était quand et comment la première fois? Le scorpion est fidèle, très fidèle. Ah oui? Il a une femelle à vie. Pour de vrai, vous êtes... Je dis ça pour les filles qui étaient intéressées, malheureusement. Pour C'était quand et comment la première fois? La première fois, c'était à 17 ans. C'est pas mal. Et c'était avec une fille. Et c'était assez rapide. C'est surtout son avis, elle, ou votre avis à vous? Non, je pense que c'était notre avis commun. Quel est l'endroit le plus incongru où vous ayez fait l'amour? Dans un avion, à 10 000 mètres d'altitude. Il y en a qui mordent les stewards. Et il se trouve qu'il y en a qui s'occupent des hôtesses. C'est une jolie histoire. Il n'y a pas si longtemps que ça, le commandant de bord me connaissait et on revenait d'un long voyage et il m'a dit, si vous êtes fatigué, vous travaillez demain, vous pouvez utiliser ma cabine, qui sont des vraies cabines derrière le cockpit avec 2 couchettes. Et avec ma fiancée, Muriel, nous avons dormi. On se souvient de la question, c'est voilà, bon, d'accord. Ok, c'est bon. À 10 000 mètres, impeccable. Et ça s'appelle le baptême des 10 000. Est-ce que tu as fait ton baptême des 10 000? Moi, je ne l'ai pas fait, non. Voilà. Comme steward, dans le jargon, on dit hôtesse à couilles. C'est le nom du steward? C'est hôtesse à couilles, ouais. C'est intéressant, non, tout ça? On part de votre obsession numéro 1, votre angoisse, c'est la mort. Du coup, vous préféreriez vous faire écraser par un bus ou avoir un cancer? Le bus. Ah, sans problème, le bus. Vous avez même envie de vous faire écraser par un bus? Non, Rien qu'à l'idée de pouvoir avoir un cancer. Attends, si on apprend qu'on a un cancer, on peut aller se jeter sous un bus. En même temps, on sait où les trouver à Paris. Maintenant, ils ont des couleurs spécialisées. Ah oui, c'est très pratique maintenant. Ou faire du vélo, hein, l'espérance de vie de 400 mètres à vélo en Paris. Et l'idée de disparaître soudainement sans dire au revoir à personne, ça vous angoisse pas? Non, mais si tu... Enfin, je pense que c'est bien de pouvoir dire au revoir, oui. C'est mieux. Mais traîner par un bus sur 40 mètres, on n'a pas vraiment le temps de dire un truc. Hein. Éventuellement, on peut écrire un truc sur le macadam à la fin. Mais qu'est-ce qui pourrait vous pousser au suicide? Mais là, ça va être grave encore. Mais on peut en avoir. La perte d'un enfant. Je crois que c'est la seule chose qui pourrait me détruire, totalement. Mais sinon, le reste, non. J'aime bien la vie. Ah, je comprends, mais et vous avez plus qu'un enfant, donc c'est un peu... Oui, mais moi j'en ai 7, c'est une famille recomposée, donc, mais si tu perds un enfant, les autres ne le remplacent pas, quoi. C'est comme l'amour est individuel, tu vois, c'est pas parce que tout d'un coup tu as un 7e enfant que tu vas l'aimer moins ou que tu vas aimer moins les autres. Donc quand tu perds un enfant, pour les parents qui perdent un enfant, c'est un... Tu veux pas qu'on fasse une plaisanterie sur les bébés congelés là pour... Non, pas du tout. Non, mais j'y pensais, mais justement, c'est le moment où je trouvais ça juste... Je me reconnais... Non, mais je me reconnais là-dedans, quoi. Je me reconnais là-dedans, donc dans cette idée de cette angoisse terrible, et que c'est le même mec qui en rit, justement parce qu'il est hyper angoissé par ça. Voilà, je trouve que ça fait... C'est la seule angoisse, je pense, d'avoir des enfants, c'est que tu sais... Rien que d'y penser, moi je croise les doigts. Tu vois, même l'idée de l'évoquer, ça me... La seule angoisse d'avoir des enfants, c'est ça. C'est que tu sais qu'un jour, tu pourrais leur survivre. Ce qui est intolérable. Tu peux pas survivre à ton enfant. C'est un truc impossible.
C'est ça, on a des enfants, on croit qu'on est plus fort et en fait on devient plus fragile parce qu'on est un peu tributaire Tu de... veux un verre d'eau? Tu veux quelque chose? Ah, ça m'a fait du bien d'en parler. Bon, si vous deviez tuer quelqu'un, vous feriez comment? Poison, crime violent, crime passionnel Moi, je serais assez sur le duel, l'arme à feu. Avec une possibilité aussi de m'en prendre une. Mais je trouve ça assez beau. Ah mais moi c'est bizarre, ça me le fait pas du tout. Mais vous pourriez provoquer quelqu'un en duel pour un affront? Non, mais la question c'est si je devais. Ouais, Donc je réponds, oui, le duel. Je trouve ça assez beau. D'accord, bah les gens le savent. Benjamin Castaldi, à bon entendeur, hein, s'il veut, il peut. C'est pas lui qui va se dégonfler. Pour quel motif pourriez-vous être... Ah, peut-être. Détrompez-vous. Pour quel motif est-ce que vous pourriez être recalé à l'entrée du paradis? On n'en dit qu'un seul, hein, parce qu'on va pas faire une liste non plus. Recalé à l'entrée du paradis pour égoïsme. Je sens qu'on peut se faire un bon trip bien sérieux. On va pas le faire. Et en quoi est-ce que vous aimeriez être réincarné? J'en sais rien. Bon, eh ben, c'est la dernière question, donc on va en rester à je sais pas, comme quoi Stéphane Guillon ne sait pas tout. Il s'est resté modeste. Merci beaucoup Stéphane. Merci. On retrouve immédiatement le coach des agités du vocal, qui prend sa part d'applaudissements lui aussi. C'est Jimmy Destroy, qui va encore nous apprendre un petit truc pour rester en forme. Merci Jimmy. Mesdames, messieurs, bonjour. Je vais vous demander de bien vouloir me présenter votre titre de transport. Non, je déconne, je suis Jimmy Destroy, votre coach à la télé. Et je vais vous apprendre à rester en forme dans les transports en commun. En effet, le touchdown the bitume se pratique dans le métro, aux heures de pointe pour les pros. Démonstration. 3, 2, 7. Un sport de contact, riche en don de soi. C'est bien belles images. Par contre, si vous n'avez pas l'équipement, évitez ce genre de conneries. Donc maintenant, je vous laisse transpirer dans vos canapés. Je vous dis à la prochaine fois. C'était Jimmy Destroy pour les agités. C'est le moment scientifique de l'émission, tout le monde l'attend. C'est le moment où Docteur Teston va enfin faire preuve de science, de sémiologie. Pourquoi enfin? Pardon? Va enfin faire Je sais preuve. pas, cette phrase C'est était- un procès d'intention. cette phrase Déjà, vous était pas écorchez terrible, mon j'avoue. nom. Maintenant, vous faites un procès Voilà. d'intention. Cette émission va à volo. Monsieur Guyon. Guillon. Guy. Non, c'est Guillon. Drucker qui a dit Guillon pendant des Qui années. ça? Michel Drucker. Ah oui, merde, d'accord. Vous disiez tout à l'heure que c'était plus facile sur scène qu'à la télévision de faire rire, en tout cas d'exister. Moi, je ne fais que de la télévision, donc je n'ai absolument aucune idée de ce que vous pouvez raconter. J'enseigne effectivement parfois devant des amphithéâtres, mais on n'est pas là pour rigoler non plus. Sachez en préambule que j'ai un petit souci avec vous, je vais vous en faire part tout de suite, comme ça après c'est réglé. L'année dernière, lorsque je suis sorti avec ma maman de votre spectacle, elle m'a dit « c'est incroyable ce qu'il te ressemble ». Alors, moi... c'est pas vraiment un souci en soi. Enfin, j'ai rien contre vous, enfin, rien de particulier. Le problème que j'ai, c'est que je préférerais que ma mère me considère comme un être unique. Apparemment, ce n'était pas le cas. Je me suis donc laissé pousser les cheveux pour marquer ma différence. Ça marche plutôt bien, sauf que maintenant, avec les filles, j'ai autant de succès qu'un léopard au milieu d'un troupeau de gnous. Bref, dans une France qui va rester à droite, nous allons nous intéresser aujourd'hui, face à un ordre moral grandissant, aux derniers provocateurs, aux derniers humoristes, aux derniers méchants, même si vous dites que vous n'êtes pas méchant, un petit peu quand même, enfin bref. Donc, mon travail est d'utiliser et d'analyser des images et des affiches. Nous allons commencer par regarder l'affiche de votre spectacle, parce que vous seriez peut-être le dernier rempart face à un ordre moral grandissant. Alors, cette affiche. Quelles sont les informations que l'on trouve en regardant cette affiche? Que voulez-vous nous dire? On peut penser voir un violoniste punk, un genre d'André Rieu, un petit peu à contre-courant. Non, pas du tout. On peut penser que vous faites du air guitare et que vous ne connaissez qu'un accord, celui du son des ambulances sur lesquelles vous tirez, qui est une phrase qui revient assez souvent pour vous. Eh bien non, vous voulez continuer à travailler, Stéphane, et vous savez
que la donne va changer et vous êtes contraint de tendre le majeur de la main gauche afin d'évacuer justement le public de gauche qui de toute façon a déjà vu votre spectacle. Le nouvel ordre moral est en marche, comme en témoigne l'affiche qui va suivre, qui est une affiche de propagande. Que découvre-t-on sur cette affiche? Christian Clavier, étudiant en école de commerce, raté, devenu comédien, et ami du futur président. À ses côtés, Nathalie Baye, ex-femme d'un ami du futur président, exilé en Suisse pour des raisons personnelles. Le message, le prix à payer est d'ailleurs un petit peu surprenant pour ceux qui se dérobent à leurs obligations fiscales. Et on remarque aussi qu'il y a marqué « pas de cul ». Quand on pense à « pas de cul », on pense automatiquement évidemment à Michel Polnareff, qui était un provocateur lui aussi, qui le montrait il y a quelques années. Eh bien, pas de cul, c'est le prix à payer pour Michel Polnareff pour revenir en France. Et d'ailleurs, il revient. Comme en témoigne son affiche, on a enlevé le nom de l'affiche parce que quelques créanciers ne sont pas au courant, donc c'est toujours ça. Alors, la première fois, moi, que j'ai vu cette affiche, je n'ai pas compris tout de suite de quoi il s'agissait. Et puis j'ai repensé à ces soirées de ma jeunesse au Yucatan. Dans le Yucatan, au Mexique, ces soirées où un chaman vous fait fumer une décoction de cactus et de bec d'aigle. Et un soir, je me suis fait ce que les jeunes et les touristes anglais mécontents appellent un bad trip. Et la première vision d'horreur que j'ai eue, c'était lui, Michel Polnareff. Donc effectivement, c'est Michel Polnareff. Alors pourquoi ne se montre-t-il pas? C'est une vision qu'on va qualifier d'incomplète. Alors soit, comme il n'était plus chez nous, il arrive en kit, il n'est pas tout à fait fini. Son appareil de stimulation musculaire a mal fonctionné, il s'est électrocuté. Ça, c'est une autre option. En fait, il n'en est rien. Il est plus tout jeune, Michel, et se réduire à un symbole, eh bien, ça a avantage. Un petit peu comme le lapin de Playboy. Si on voyait ses poils aujourd'hui, au bout de 50 ans, ce ne serait plus très glamour. Donc, Bunny revient, les oreilles un peu baissées, certes. Donc, Stéphane, vous seriez, a priori, le dernier rempart de la provocation. Il va donc falloir travailler un petit peu. Quant à toi, maman, je sais que c'est bientôt ton anniversaire, mais là, ça serait bien que ce soit toi qui me fasses un cadeau, en fait. Il faudrait que tu arrêtes de dire que je ressemble à ce monsieur, comme ça, je pourrais me couper les cheveux avant un rapport sexuel. Docteur Gaston. Si ça, c'est pas de la sémiologie. J'aurais plus dit Jean-Paul Rau, moi, non? C'était dans les ressemblances avant. J'ai les deux. Ah ouais? Non, je suis vraiment pas bien loti. Et puis pas de chance, je me suis coupé les cheveux hier, sinon T'étais comme ça? J'étais comme toi. Et ça marche avec les filles ou pas? Mais non, je sais que toi, tu es machin, mais tu vois un peu dans le regard. Oui, mais regarde comment il est habillé. Il est drôle. Ah ouais. Et puis il y a le journaliste. Il a raison, Régis. Le journaliste. Moi, je suis universitaire, on n'a pas trop de blé, c'est pour ça, j'ai toujours la même veste. Stéphane, une opération auquel vous participez, c'est Rire contre le racisme. Ça aura lieu le 19 mars 2007 au Palais des Sports de Paris. France 4 est partenaire et diffusera le spectacle en direct donc le 19 mars 2007 sur France 4. Il y aura Dieudonné, il y a plein de gens qui viennent. Alors il y a Michel Boujna, Mousse Diouf. C'est une vanne. Tu la rayes parce qu'il l'a pas noté. Donc il y aura Michel Boujna sur scène, Mousse Diouf, Smaïn, Danny Boone, Anne Roumanoff, Boudère, Elie Semoun, Arthur et Stéphane Guillon. Belle affiche. Bah, me semble-t-il. Chamarré. Et ce genre de ces grosses manifestations comme ça sur un thème universel contre le racisme, ça vaut toujours le coup? J'imagine que oui, sinon vous n'y participerez pas. Bah moi j'ai demandé quand on m'a proposé où allait la recette de la salle, c'est ça qui m'intéressait le plus, et on m'a dit que ça allait à des associations justement pour ça. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, quoi. Comme le Front National, des choses comme ça. D'un côté, philanthropique. Il y a toujours un angle pour critiquer, mais il y a dans l'humour au service d'une cause, il y a un peu l'impression que c'est un peu les bons sentiments, politiquement correct, peut-être. C'est ça que je voulais dire, ça m'a échappé. Les bons sentiments. Moi, je n'ai jamais fait ça. Ouais, justement, ça paraît parce d'être que c'est votre vrai truc, que c'est pas du tout mon truc. En même temps, je pense que si c'est fait, il faut que ce soit ouvert à tout le monde. C'est le reproche que je ferais au Resto du Cœur. C'est-à-dire que si moi, demain, j'ai envie d'aller au Resto du Cœur, il faut que ce me soit ouvert. Ou si Ben a envie d'y aller, ou Régis a envie d'y aller. Voilà, c'est... Il faudrait pas virer trop sympa quand même, Stéphane. C'est pas bon pour votre image. Hein. Non, je te dis, je ne l'ai jamais fait. Oui, c'est bien, il passe de rire contre le showbiz à rire contre le racisme. C'est une évolution. Mais j'essaye. Peut-être que c'est pas bien, je sais pas, mais en tout cas, je vais y aller. Eh bien, Rire contre le racisme, c'est justement le sujet qui nous inspire aujourd'hui, Régis. On vous écoute, c'est votre blog. Applaudissements. Oui, c'est Bravo!
T'as un succès incroyable, Ça va me Régis. coûter un bras, cette histoire. Non, mais bien les garçons, je dis bravo. Hein. Belle initiative que rire contre le racisme. Moi-même, dès que j'en ai l'occasion, je dois vous l'avouer, je ris très volontiers contre le racisme. La preuve, l'année dernière, j'ai vu 3 fois les bronzés. Ah bon, c'est bien marré, un calpoilade, je les connais tous par cœur. Les bronzés s'éclatent à Sangatte. Le Père Noël est un gros kurde. Et le dernier, avec Sarko, les bronzés reprennent l'avion. Voilà, et puis c'est une idée neuve en France, rire contre le racisme, parce qu'habituellement on a plus l'habitude de rire avec les racistes. Ça change un peu les habitudes, on aime bien, voilà. D'ailleurs, il est urgent de rire contre le racisme, regardez sur TF1. Sur TF1, ils viennent d'arrêter Vidéo Gag. Résultat, un noir et une blonde au chômage, c'est l'épuration, quoi. Non, c'est vrai, nous sommes des milliers à être humiliés au quotidien. D'ailleurs, j'ai reçu cette semaine, sur mon blog un abondant courrier d'internautes révoltés qui aussi rient pour faire bouger les choses. Alors, dans le désordre, le petit Guy Georges de Perros-Guirec nous signale une manifestation importante, rire contre le scoutisme, qui aura lieu dimanche après les Vèbes dans la forêt des Bermudas baissées. Au programme, tarte au Mirabelle, relais 4 fois 100 mètres avec le froc sur les chevilles et grand concours de chatouille derrière les fougères. D'ailleurs, profitons de l'appel pour annoncer le spectacle de Charlie Hebdo et Benoît. Comment ça s'écrit 16 en chiffres arabes déjà? Rire contre l'islamisme, qui se tient au tribunal de Nanterre, avec feu d'artifice maison à la fin, tout ça. Excusez-moi, je viens de recevoir un texto de la production. Oh merde, mon scooter. Passons à des sujets plus légers. On a rire contre le masochisme. Aïe, j'ai été vilaine, voilà. Un spectacle amateur. Hein. Registre. On peut saluer des initiatives burlesques plus engagées. En Picardie, on a rire contre le cyclisme. Voilà, qui se tiendra dans le cabaret La Seringue en Folie, sympa. Alors, en exclusivité, un extrait du nouveau stand-up de Richard Virenque. L'important dans le sport, c'est pas de gagner, mais de pas trop pisser. Alors, on nous informe aussi de rire contre le chômage, qui marche très fort en ce moment, 2 millions de bénévoles. Ah voilà, ça c'est à la NPE, voilà, vous connaissez l'histoire du mec qui a eu un CDI, et ben eux non plus. C'est marrant, voilà. Alors je vais terminer avec l'agenda des spectacles engagés de la semaine. Alors au gymnase, on a rire contre les rhumatismes. C'est pas grave, vous la comprendrez chez vous. Pour les enfants, aux eaux de Vincennes, on a rire contre le socialisme, avec le grand retour des éléphants, bien sûr. À l'Européen, rire contre la Turquie. C'est un spectacle à chier, mais debout. Hein. Voilà, au Café de la Gare, on peut souligner la première fois dans Rire contre l'alcoolisme, Jean-Luc Delarue. Son dernier sketch, Maman, j'ai niqué l'avion. Et enfin... Britney Spears, alias La Tondue, jouera ce week-end dans Rire contre le bouddhisme. Voilà. Régis Maillot. Bravo. Régis Maillot, le blogueur des agités du vocal. Est-ce que ce serait pas le bon moment pour accueillir Tomer Sisley? Tomer Sisley. Descendre en fait. Non, je vais rester là. D'accord. Bah, voilà, restez là, d'accord. Je vais voilà, on va discuter là comme ça. Bah, oui, puis un petit extrait du one man show. Allez, vas-y, on voit. Bah vas-y. Non mais ah, tu veux que je le fasse? Ah bah, non, oui. non, je déteste. Comment faire descendre ouais, Maurice Vas-y, fais-nous rire. Ouais, c'est ça. Non. Bon. Tomer, Stéphane, je ne vous présente pas. Non, ça vaut mieux pas. Confrère déjà de métier et puis. J'adore ce mec. Moi aussi, c'est Lui, je l'aime pas, mais lui, je l'aime. Il y a une personne qui m'aime dans le showbiz, c'est Tomer. On aimerait savoir pourquoi en même temps. Parce que j'ai eu l'énorme chance de le rencontrer à un moment donné
où il galérait et moi je galérais. Avant qu'il soit célèbre en fait. C'était avant qu'il soit célèbre. Enfin, moi je le connaissais déjà, je savais déjà qui il était. Et il a été gratuitement gentil. C'est-à-dire quand je dis gratuitement gentil, c'était de la générosité pure. Vous avez bien fait d'en profiter à l'époque. Voilà. Non, il a dit gratuitement gentil. Justement. On me paye pour être méchant, mais je suis gratuitement gentil. Voilà ce qu'on avait besoin de comprendre sur Stéphane Guillon. Alors, stand-up s'appelle le spectacle de Tomer. Oui, monsieur. Et ça peut s'appeler que stand-up parce que si, c'est vraiment du stand-up. Et d'ailleurs, vous revendiquez à mort la filiation américaine. Le stand-up, donc c'est cet art de la scène qui nous vient des États-Unis. On peut définir ça assez facilement. C'est l'illusion permanente de l'improvisation, en fait. C'est ça le stand-up. Je sais que vous êtes un grand spécialiste, mais ne partez pas dans les grands trucs. Oui, d'accord. Tomer. Bon, alors oui. Non, mais en gros, il y a quelqu'un qui nous raconte une histoire comme ça, sans sketch, sur scène. Et puis pendant 1h30, on a vraiment l'impression qu'il improvise. Oui. Bon. L'idée, c'est en tout cas, c'est que vous avez vraiment l'impression qu'on s'adresse à vous et qu'on n'est pas en train de réciter un texte. Voilà. Et vous avez tellement envie de la filiation américaine que même le décor, le décor, on dirait un décor de talk-show d'émission américain. Ouais, avec des faux immeubles derrière et tout ça. Exact. Donc vous revendiquez être celui qui a le plus l'affiliation du stand-up américain. Non, je revendique pas être la personne qui a le plus l'affiliation de stand-up américain, mais c'est ma culture, c'est ce que j'aime, et voilà, et j'avais pas envie de... Voilà, j'avais juste envie de faire une captation... Ce qu'il faut dire, c'est que si quelqu'un d'autre fait du stand-up, il doit te reverser une petite part du... Exactement, voilà. Ça se développe, le stand-up m'appartient, c'est un concept que j'ai inventé, ça n'existait pas avant moi. Il y en a trop, non? En fait, en ce moment, il y a un spectacle super... Mais je t'en prie, tu es scientifique. D'où venait le titre du DVD? Stand-up, parce qu'il fait du stand-up. Non, c'était juste comme Mais ça. en ce moment, il y a le Jamel Comedy Club qui est sur scène. Ils font aussi, en tout cas, ils regardent vers la comédie américaine. Très drôle. On a juste l'impression, si tu veux, qu'il y a, pour pas mal de jeunes humoristes, on a zappé les références françaises, on a été regarder directement comment ça se passait aux États-Unis, comme si c'était ça la bonne école, ça l'affiliation. Jamel, il fait applaudir les gens en disant Are you ready? Et tout le monde doit répondre Everybody. On est vraiment dans le truc américain comme la référence. D'accord. Eh ben écoute, c'est un petit peu comme au moment où le mais t'as rap... pas de référence d'humour français, toi. T'es plutôt vraiment sur l'humour... Ouais. Moi, mais... Enfin, non, attends. Moi, j'en avais plein, moi, des références françaises. Moi, Coluche, il me tuait de rire. Patrick Timsit, je trouvais ça extraordinaire. Albert Dupontel, pour moi, ça reste un des meilleurs. Je kiffais, mais c'est pas ça. Ce que moi, je fais sur scène, ça ne ressemble pas vraiment à ça. Ça ressemble plus à Eddie Murphy, David Cross, Eddie Izzard. Enfin, voilà, Eddie Murphy, pour la petite histoire, qui a méprisé Jamel à Los Angeles. Tu es au courant de cette histoire? Non, je connais. C'est Jamel est venu lui dire bonjour et l'autre lui a dit voyez mon attaché de presse. Ah bon? C'est quand même extraordinaire. Ça doit pas lui arriver souvent, Jamel. Non, ça ne lui arrive pas souvent, mais ça lui est arrivé. Voilà. Ah, je savais pas. En tout cas, on arrête d'aller voir les films d'Eddie Murphy, ok? Ce qui est assez flagrant quand on va vous voir sur scène, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, c'est la décontraction que vous affichez. Il y a une sensation de facilité à vous voir. Vous pouvez déambuler, comme ça, vous êtes vraiment hyper facile quoi, sur scène, dans l'attitude. D'ailleurs, ça vous permet des choses que si d'autres le font, en termes de texte, j'entends, on va les taxer de vulgarité. Par exemple, une blague sur les homosexuels. Que vous passez en extrait, c'est ça? Le seul truc un petit peu relou quand t'es homosexuel, malheureusement, c'est les hétérosexuels. Et l'homophobie qui est livrée en pack avec. Tu sais, les blagues à 2 balles qu'on peut avoir, c'est des questions débiles aussi. On a vraiment des questions de merde, les hétéros. Tu sais, des questions du style mais comment vous faites pour savoir qui va faire le PD femme? Et moi, si j'étais PD, je saurais pas comment faire. Tu sais, c'est toi, c'est moi. Par exemple, si t'étais un fruit, tu serais plutôt une banane ou un donut? Ce que je veux dire par là, c'est que l'attitude, ça aide. C'est-à-dire que Bigard fait la même vanne, on va dire ouais, Bigard, il est toujours en dessous de la ceinture. Vous le faites, comme il y a l'attitude, ça passe. Je sais pas si c'est l'attitude ou si c'est le contexte. Je pense qu'il y a beaucoup du contexte aussi. Ce que tu dis avant et ce que tu dis après, ça vient, c'est vers la fin, ça vient au bout d'1h30 de spectacle. J'ai passé mon temps à prouver que je remettais en question tous les clichés, toutes les... Non, mais j'ai choisi cet exemple parce que c'était pour montrer que parfois la frontière est ténue entre ce qu'on va considérer comme vulgaire et pas bien et ce qu'on considère comme cool. C'est vrai. Ouais, c'est ce qu'il dit, tout est la façon de le faire, quoi. L'enrobage. Le style, on peut appeler ça le style. Le style, ouais. Et Tim Seed s'est mis à avoir du succès le jour où il a souri sur ces trucs, tu vois. Pendant des années, il a galéré parce qu'il était juste dans le truc un peu agressif.
Et le jour où il s'est mis avec un changement de metteur en scène, à dire souris quand tu dis tes horreurs, il a dit les mêmes textes mais en souriant et ça a été le carton. Il paraît que ça marche aussi ça à la télé. De quoi? On dit des horreurs en souriant et ça passe. Ouais, mais évidemment, évidemment. Il me cherche depuis tout à l'heure. Je vous ai vu, j'ai vu l'interview tout à l'heure, j'ai vu. Donc il y a tout un tas de... cherche-toi, t'as vu? Il y a tout un tas de sujets qui sont abordés dans l'émission, sur scène, pardon. La religion, ça vous maîtrisez bien l'humour sur la religion. Alors qu'en ce moment c'est pas si facile, donc franchement bravo, vous êtes bien. C'est un beau sujet la religion. Ouais, c'est un truc, ça ça concerne tout le monde. Il y a plein de choses à dire. Les femmes, la pub. Et alors il y a un sketch qui est assez drôle. Les femmes par contre ils maîtrisent pas du tout. Oui mais ça c'est sûr. Bah, t'as vu la tête qu'il a en même temps. C'est plus dommage. Tu vois comment il est? Ouais, il envoie. J'attends de me retrouver en tête à tête avec lui. T'as fait une réflexion sur son t-shirt déjà? Allez, allez-y les gars, régalez-vous. Sur le t-shirt c'est bas, vous méritez mieux que ça comme ça. Ah non, je peux rien dire, excuse-moi, pardon, Albator. Ok, je dis. On le reconnaît pas. Merci. On applaudit Albator. Un sketch qui est très drôle sur une série à laquelle vous avez participé sur M6 qui s'appelait Studio Sud. Donc c'est une expérience que vous avez vécue, qui a été compliquée à gérer. J'ai dit ah ouais derrière. Ah ouais, vous êtes plusieurs, vous êtes donné le mot alors ce soir. On dit oui monsieur déjà. Donc expérience malheureuse par la suite parce que ça vous a duré pendant des années, donc vous en faites un sketch, c'est hyper drôle. Il faut que je vous explique. Attendez, moi à la base, on m'avait dit que ça devait être un fame à la française. D'accord? Et moi, quand j'ai entendu fame, j'ai pas fait attention au à la française. Et à la française, ça veut dire que tu prends un super concept, t'enlèves le concept, et tu tournes ce qui reste. À la fin de la série, je voulais récupérer une cassette avec un bêtisier. C'est toutes les scènes ratées, comme ça, en souvenir. Ils en avaient pas. Elles sont toutes passées à l'antenne. Et c'est normal, c'est parce qu'on n'avait pas le temps de faire quelque chose de bien. Vraiment, parce qu'on tournait trop vite, en fait. On avait un vrai rythme de malade mental. Vraiment, on tournait à fond la caisse. Vraiment. C'est-à-dire qu'à la fin de la série, on arrivait à tourner des épisodes de 26 minutes en un quart d'heure. En plus, moi, j'ai fait une grosse connerie, c'est que j'ai pas pris de pseudonyme pendant Studio Sud. Par contre, après Studio Sud, mes parents ont pris un pseudonyme. Moi, j'ai travaillé dur pour qu'on m'oublie. Vraiment, hein, ça a pris 4 ans. C'est 4 ans pour qu'on oublie que j'ai joué dans cette sitcom. C'est pendant 4 ans, j'ai pas passé un seul casting de cinéma. Au bout de 4 ans, ces bâtards chez M6, ils la rediffusent. Voilà, Thomas Sisley sur scène en tournée, sur 23, 24, 25 mars au Casino de Paris. Une question sur ce spectacle, il s'enrichit régulièrement. J'ai l'impression d'entendre des trucs, enfin je vous ai déjà vu sur scène, j'ai l'impression d'entendre des trucs soit que je n'ai pas capté à l'époque, soit que vous en avez rajouté depuis. Ça vous rajoutez à chaque fois ou... Tout le temps, ouais, tout le temps. En fait, vous, si vous êtes venu voir le spectacle au Temple l'année dernière, il devait faire 1h15 à peu près. Et en ce moment, il fait 2 heures. Mais c'est comme nourrit du quotidien. Je suis sûr qu'on fait tous la même chose en fait, et à force de le il jouer. faisait 2 heures et maintenant il fait 1h15. Mais non, en fait, l'idée c'est que quand vous êtes en tournée et que vous jouez votre spectacle encore et encore et encore, au bout d'un moment, enfin moi en tout cas, pour pas me lasser, régulièrement. Donc, même trame mais enrichi en vanne quoi. Ouais, je teste des nouveaux trucs et quand ça fonctionne, j'ai pas envie de les enlever derrière, donc je les garde et puis au fur et à mesure ils se. Juste un détail sur Stéphane Guillon, vous aussi vous avez votre Studio Sud, Stéphane. Un film qui s'appelait j'en ai plusieurs, Des yeux couleur du temps. Tu te souviens de ça? Ouais, alors. Comment ça? C'était avec Franck Dubos. Oh la vache. Est-ce qu'il y a une photo? Est-ce qu'il y a une photo de Stéphane là-dedans? Il y a mieux, il y a un extrait, mon pote. Non! Yes! Je m'occuperai de toi. Je te quitterai pas. Je te quitterai jamais. Je ferai tout ce que tu voudras. Je t'en prie. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi pour rester avec toi. Je pourrais pas. Ma parole, Francis. Faut croire que ça t'arrange. Arrête. C'est vraiment pas le moment. Je veux plus te revoir. C'est dégueulasse. Énorme! Énorme rôle! Non, je vais voir. Pour les amateurs.
Ah, belle casserole. Mais il y a des gens qui achètent ça en DVD. Attends, mais il y a une histoire. Anecdote. Bah oui, il y a une histoire sur ce film. C'est que Philippe Sisban a fait un court-métrage dans sa vie il y a 15 ans. Il n'en a pas fait un deuxième, évidemment. Il a inventé une maladie avec un nom pareil après. Non, et quand il a vu que Dubosc était devenu une grosse vedette, et que ressort le moi, je commençais à l'année dernière, ils nous ont appelés pour avoir l'autorisation. Nous, on a fait les morts, nous. On n'a pas donné l'autorisation. Mais je pense qu'ils pouvaient le faire sans... Ce que je font généralement, c'est qu'ils peuvent racheter les trucs. Racheter Non, ce les qui est droits terrible, c'est les gens qui vont... Parce que nous, moi, je rigole, ça me fait rire. Les gens qui vont acheter ça, c'est-à-dire que c'est regardable, quoi. Voilà. C'est un réflexe qu'on peut avoir quand on est comédien, de voir un rôle joué par un autre en se disant oh, comment j'aurais trop aimé la jouer celle-là. Bien sûr. Et Jean, voilà, des exemples maintenant, s'il vous plaît. Faut tout faire. Tout ce qui est payé au-dessus d'un certain montant. Et Stéphane, donc comédien, c'est-à-dire que... Non, mais il n'y a pas juste un exemple, moi je suis frustré, j'aimerais, s'il y a un film ou un rôle, ça ne s'est dit vous a pas fait ça envie. dans le cinéma. Moi, j'ai vu La vie des autres hier, le rôle de l'acteur principal, Ah ouais. c'est un rôle que n'importe qui a envie de jouer, quoi. Qui n'est pas allé voir La vie des autres dans ce public? Mais allez-y, c'est le meilleur film qui est sorti depuis le début de l'année. pas C'est dans un le film public, magnifique. mais Allez voir La vie des autres. C'est pas bien ce que En t'as tout fait. cas, l'envie pour c'est vraiment c'est le grand rôle, quoi. C'est pas pas spécialement le rôle de représentatif. comédie, c'est le grand rôle, le grand film, c'est ça qu'on cherche malgré tout. Non, pas spécialement. Moi, enfin, je sais pas, Thomer, mais un second rôle peut être beaucoup plus payant qu'un rôle principal. Tu cherches pas forcément à avoir le rôle principal. Et le cinéma, on vous fait des propositions aujourd'hui, Stéphane, ou pas? Ou alors est-ce que tous les petits ennemis que vous vous êtes fait à la télévision vous savonnent la planche? Toi, ça a dû bien te cramer, toi. Toi, ça a dû te... Hein? Tu t'es savonné un peu le... Non? Non, moi, je viens... musicale de Vincent Delerme, c'est mort. Ouais, Stéphane, vas-y. Je viens de faire un truc avec Sandrine Kiberlin, une petite chose. Ouais, je fais moins de choses qu'avant, mais il y a aussi une question de disponibilité. Quand tu fais un truc tous les jours à la télé, ça te prend beaucoup de temps. C'est vrai que je me suis un peu sabonné la planche. En même temps... Le temps, ça passera, Stéphane. Voilà, exactement. L'érosion du temps. Et je sais que Thomer me fera travailler si vraiment je suis pas bien. Avec le plus grand des plaisirs. Voilà. Elle s'appelle Mademoiselle Zouzou. Pour nous, c'est une star. Peut-être que pour vous, vous allez la découvrir. Elle est là, en tout cas. Bonsoir, je suis Keltoum Zouzou. Ouais! On commence ce journal extraordinaire par un fait divers effroyable. Britney Spears s'est rasé la tête. Ah oui, c'est vrai, vous avez vu, il s'est rasé la tête, mais elle a fait la boule à 0 de 0. Hein. On dirait un skinhead. C'est vrai. Alors, il faut pas raser la tête comme ça, les filles, parce que ça fait vraiment... On dirait les filles aussi des traînées. Et en plus, c'est un mauvais exemple. Après, les petites filles, ça veut devenir quoi? Ça va devenir Poppy Chucky. La suite. Oui, c'est ça. Politique. François Bayrou, le président de l'UDF, est de plus en plus sollicité par les médias. Le chef centriste progresse notamment dans les sondages d'opinion. Alors François, tu te rappelles, c'est celui qui a tapé le petit parce qu'il lui a volé dans la poche. Oui, Anna, si on me vole dans la poche, je vais pas le taper. Je vais lui couper l'index ou l'auriculaire à cette saloperie. Attends, la suite. Fait divers. La délinquance a baissé à Paris de 2,5% en janvier 2007 par rapport à janvier 2006. Mais le rapport note qu'il y a plus de vols et d'infractions. C'est pas bien de voler. Si tu rencontres quelqu'un qui vole, tu lui dis si tu voles un petit œuf, c'est comme si tu voles un gros bœuf. Tu vas en prison direct. La suite. Santé. La revue britannique Nature a annoncé que la maladie du diabète touchait plus de 200 millions de personnes dans le monde. Anna, je pense qu'il faut arrêter les sucreries et les petits plaisirs comme les macarottes, les baklawa et les petites cornes de gazelle. Il faut se concentrer sur les légumes, les épinards, les choux de Bruxelles et les salsifis. En gros, tout ce qui est dégueulasse dans ta bouche, c'est bon pour ta santé. C'est ça. Culture. Thomer Sisley, il fait son spectacle de stand-up au Casino de Paris. Ah, moi, je l'adore, celui-là. En plus, il est juif et arabe. Le pauvre, il a que des problèmes. Tout le monde, il lui reproche quelque chose. Et en plus, ce garçon,
C'est un beau gosse, hein. Ah non, il est très très beau. Il ressemble à mon cousin Hamid. Sauf que toi, ton mère, t'as encore les dents. Culture encore. Stéphane Guillon. Alors le célèbre humoriste, il va faire son spectacle partout dans la France, dans des belles salles, hein. Attention. Celui-là, il a un humour comme corrosif. Il est acide comme le vinaigre et doux en même temps comme l'huile d'olive. Mais attention, il raconte pas que des salades, hein. C'est un jeu de mots. Alors, moi, je suis allée voir son spectacle discrètement. Je peux te dire, j'ai eu la barre du ventre. Vraiment. On termine ce journal incroyable mais vrai par une petite maxime de chez nous. L'habit ne fait pas le moine. Mais attention, si tu t'habilles comme un moine Shaolin, tu rentres pas dans le disco club ou le dancing. Bonsoir les copains. Merci. Eh ben, dis donc. Merci beaucoup. Mademoiselle Zouzou, alias Ahmed Chabi du Jamel Comedy Club. Ça fait du bien, non? Ça change comme JT, ça change un peu, ça fait du bien. Non, mais vous avez que des gens bien dans cette émission. C'est pas les émissions, il n'y a que les gens nazes, c'est marrant. Alors, le nom de ces émissions, de manière à ce que par contraste, ça nous relève un peu, ça nous aiderait. Faites pas de vous, vanne politique, ça vous taillez sur l'actu, c'est pas... L'actu, ah, ça parce que c'est un renouvellement permanent de la matière. Ouais, l'actu, ça t'oblige à écrire tous les jours et tout, c'est chiant. Non. À lire la presse. À lire la presse, à apprendre à lire déjà. Hein. La presse quotidienne se porte mal avec des gens comme vous, Thomas. Il faut lire la presse quotidienne, sinon elle va mourir. Donc ça sent la transition un peu. Pas du tout. Alors notre journaliste... Qu'est-ce qu'on va recevoir là? Qu'est-ce qu'on va recevoir si... Eh bien, on va recevoir, j'imagine, un journaliste, ou en tout cas quelqu'un impliqué dans bien vu, la un journaliste presse quotidienne. Qui parle de... Je sais pas, politique. de politique. Voilà. Vous le connaissez sans doute, il s'appelle John Paul Lepers. Installez-vous ici. Vous êtes entre Ben qui raconte des histoires et Thierry qui est docteur en sémiologie. Bonjour. Enchanté. John Paul Lepers. Tout le monde vous connaît pour vous avoir... Enfin, si on a regardé le vrai journal de Carl Zero, vous étiez ce journaliste qu'on voyait apparaître de temps en temps au moment où il posait sa question. J'imagine que c'est encore pour ça qu'on vous reconnaît aujourd'hui dans la rue ou... Ouais, c'est vrai que le vrai journal, c'est une période de ma vie, 6 ans de ma vie, et ça a vraiment marqué. C'est vrai que les gens me disent, vas-y, continue, je te regarde tous les jours le dimanche, c'est super. Bon, c'est vrai que beaucoup de gens croient qu'Emmanuel Champ présente toujours Capital. Hein. C'est ça. Moi, ça fait 5 ans que j'ai quitté le vrai journal, mais je continue à faire des films. Et il y a quand même des gens qui suivent mes films. Et c'est vrai que cette émission a été une ouverture sur la politique pendant des années. Et à un moment où la cohabitation nous a permis, nous journalistes, d'y aller, puisqu'il y avait la droite et la gauche qui étaient au pouvoir. Et donc, pour équilibrer, on a pu inventer au vrai journal un nouveau journalisme. Vous avez imposé, oui, un style, ne serait-ce que visuellement, cette idée que le journaliste qui est censé toujours être objectif, neutre, disparaître dans son reportage, vous voyez entrer. C'est une manière avec laquelle vous continuez à travailler sur les films dont on va parler, un film sur Ségolène, un film sur Sarkozy. Vous êtes là avec eux, à côté d'eux, on vous voit, vous ne vous cachez pas du tout. Ça a un sens, cette démarche. C'est à la fois créer une relation avec la personne qu'on interviewe, donc être dans l'image parce que j'ai un micro. Et ce micro me permet de lui donner la parole. Et quand il dit rien, je lui enlève la parole. Et moi, je lui dis, mais vous n'avez rien dit. Et donc, je fais le montage son en direct, ce qui permet, en plus d'avoir une relation physique et une proximité que la télévision empêche souvent. Parce que la règle à la télé, jusque-là, c'est en train de changer. Mais la règle à la télé, c'est qu'il faut être hors cadre quand on est journaliste. On enlève vos questions. Et puis le gars, il fait sa déclaration. Donc en fait, si on lui pose une question un peu dure, genre « Pourquoi vous avez fait cette bêtise ?», l'autre, il s'énerve et on ne sait pas pourquoi. Donc je préfère garder la question, pas par objectivité, parce que je ne me considère pas un journaliste, je ne suis pas objectif, parce que je viens de quelque part, j'ai une histoire. Au contraire, c'est ce que vous voulez affirmer, et là. je veux affirmer on est dans une pleine période au moins mon honnêteté, voilà, c'est ça qui m'intéresse.
On est dans une période où justement les journalistes, là, Duhamel a dit qu'il, enfin même dans un cadre privé, a dit qu'il votait Bayrou, on l'a viré pour ça. Vous êtes plus à affirmer vos positions, tant qu'on les sent. Vous avez fait un film sur Ségolène et un film sur Sarkozy. J'affirme pas mes opinions. On les devine. Eh ben, détrompez-vous. Ah bon? Vous savez qu'il y a des gens à droite qui me pensent de leur bord et des gens de gauche qui me pensent de leur bord. Et la réciproque est vraie. Ce que disait Stéphane, c'est en tant que téléspectateur, on a vu vos 2 documentaires. Ouais. Il y a quand même manifestement plus de sympathie pour Ségolène Royal que pour Nicolas Sarkozy. Le film n'est pas le même. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a accepté, une qui a accepté que je la filme, et l'autre qui a fait semblant d'accepter, qui m'a fait lambiner pendant 3 mois, et j'ai jamais pu le rencontrer en tête à tête. Voilà. On va montrer des extraits. On va commencer. Mais je reste emmerdeur pour les deux, quoi. On va voir qu'avec Ségolène, sur l'extrait qu'on a choisi, qu'on va voir. J'imagine. Bah évidemment. Simplement, ça a été tourné avant effectivement que Ségolène déclare sa candidature à la présidentielle. Simplement, on commençait déjà à l'évoquer. Vous avez très bien cerné sa personnalité. Alors, vous imaginez quoi? On a choisi quel extrait? Bah, quand même, fait un petit câlin, non? Ah, voilà. Comment Ségolène, qui aujourd'hui paraît un peu comme ça sur la réserve, bah, à l'époque, était toute tendresse avec vous. On en parle. On en parlera. Président de la région? Oui, ça. Est-ce que les gens vous parlent souvent? Oula, ça va être spécial ce reportage. J'ai rarement des caresses sur le menton. La femme est jolie et elle use de son pouvoir de séduction avec tout le monde. Pourquoi tu veux qu'on rentre? Je pense à rembourser. Il faut garder ses distances. Donc ça, c'est le début, hein, c'est... Bon, elle ne veut pas répondre à la question, c'est alors vous voulez être candidate? Parce que sur le marché, on lui dit Ségo, parce qu'il l'appelle Ségo là-bas, Ségo présidente. Et moi, c'est vrai que j'étais étonné de voir qu'à ce moment-là, c'était en 2005, les gens avaient envie dans la région qu'elle soit vraiment présidente. Mais ce petit geste-là, c'est un truc aujourd'hui, moi, ça m'a vraiment surpris. On n'imagine pas vidéo, tu te situes, mais enfin, c'est pas non plus... Non, mais t'imagines aujourd'hui Ségolène faire ce geste-là avec qui que ce soit, c'est vraiment... Et tout ça, mais moi, je me dis aujourd'hui, parce qu'elle m'a refait le coup. Ah bon? Il y a un truc peut-être, Jean-Paul, aussi, non? Et encore plus. T'as peut-être un truc coincé. Encore plus, c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est pas ça, elle m'a fait comme ça. Mais elle a un côté maman aussi, c'est une caresse maternelle. Et en fait, il y a un copain de TF1 qui m'a appelé, qui me dit j'ai suivi Ségolène, elle m'a dit, on était dans l'ascenseur, dans l'hôtel, et il me dit attends les caméras, on va pas faire l'interview dans ma chambre, et puis elle dit oh bah pourquoi pas, ce serait rigolo. Ah, quelle chaudasse. Et le gars, et alors mon copain m'appelle, il me dit tu crois que j'ai un ticket avec elle? Je dis non, t'inquiète pas, elle fait ça avec tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Ségolène Royal cherchait les médias et parce qu'elle n'avait pas d'amis dans les médias. En général, les directions des chaînes et des journaux et des radios considéraient qu'elle était nulle, qu'elle n'avait aucun avenir. Et moi-même, mon film, ce film-là, pour le vendre à ma chaîne, j'ai eu du mal. On me disait, ça n'intéresse personne, Ségolène Royal. Ce que vous avez vraiment eu du faire. Ce qui est marrant, c'est que ce portrait a été fait effectivement au moment où il était en recherche de notoriété. Il voulait affirmer sa candidature et on voit au cours du film apparaître tout ce qui va ressortir dans la campagne. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais présente aux réunions à l'Assemblée du Parti Socialiste, donc tout le monde la regarde de traviole parce qu'elle vient faire 5 minutes à la fin. Cela dit, c'était 1 an après son élection à la présidence de la région Poitou-Charentes et on voyait qu'elle commence à avoir un peu d'assurance malgré tout. Indépendamment de ça, en tout cas, c'est quelqu'un d'assez solitaire. C'est sa directrice adjointe à la région qui l'a décrit comme directive et solitaire. C'est quelque chose qui est réapparu. Donc c'est un film où vous l'avez bien capté avant... Avant le moment où on ne peut plus la filmer. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus l'approcher. C'est quelqu'un qui contrôle tout, qui organise tout, mais qui a peur des attaques. Alors elle est où la Ségolène qui fait des petits... Et alors je voulais vous dire pourquoi. Qu'est-ce qui se passe là? Comment j'ai analysé ça en fait? Ségolène est une femme politique, est arrivée sur le devant de la scène et qui était mère la pudeur, qui se battait contre les strings à l'école, contre la pornographie à la télévision, et qui en même temps a apporté le sexe dans la campagne, qui s'est présentée comme une femme. C'est la première fois qu'une femme se montre. Les femmes, en général, en politique, avaient des tailleurs stricts, voire des couleurs pétardes, mais c'était toujours... Il y avait un uniforme, encore comme les hommes. Et elle est arrivée avec des vêtements légers, avec des petites espadrilles, et elle a apporté sa féminité. Roselyne Bachelot n'a jamais caché sa gourmandise. Non, mais si vous voulez, peut-être moins élégante, ou peut-être avec des habits peut-être moins légers, des matières plus fines. Et elle a apporté la sexualité dans cette campagne, c'est-à-dire qu'elle est séduisante, elle essaie de séduire, mais comme tous les hommes politiques. Ce qui m'a fait halluciner dans le portrait sur Ségolène, c'est qu'on dirait Chirac.
elle se marre tout le temps, elle serre de main en permanence, elle est hyper à l'aise avec les petits vieux dans les banquets. Enfin, on dirait Chirac. Ça, c'est tous les hommes, toutes les femmes et les hommes politiques sont comme ça. Et c'est une mais constance. c'est pas Il l'image faut qu'elle a. aller Non, mais proche des gens. Il faut être proche des gens pour... Elle vous a ouvert les portes. On la voit avec François Hollande, on la voit avec son fils. On a l'impression que vous êtes vraiment... Vous prenez la bagnole avec elle. Enfin, elle vous a vraiment ouvert toutes les portes. Elle est Pas dans une... toutes, Non, mais oui, quasiment. oui. On va voir. La fameuse porte de la chambre, c'est là et c'est restée fermée. On va voir que vous n'avez pas le même ticket avec Sarkozy. Je sais pas pourquoi le courant passe moins. Je vais vous expliquer peut-être. On va regarder l'extrait. Vas-y, Stéphane pose la question. Est-ce que à un moment donné, tu aurais pu succomber à son charme ou pas? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a quelque chose de... Un journaliste doit résister à toutes les pressions. Voilà. Il est impossible pour moi d'envisager ça avec qui que ce soit dans la politique. Non, excusez-moi, Stéphane, d'avoir. Mais non, sans déconner, faut arrêter de dire que c'est une belle femme. C'est pas une belle femme, c'est pas une femme sur laquelle tu te retournes dans la rue. Moi, je sais pas, je l'ai jamais vu en vrai. Excusez-moi, on a des bombes atomiques dans le public. Non, mais ça, c'est votre avis. Moi, je parle aux photographes, les photographes que je côtoie et qui photographient Ségolène Royal depuis des mois maintenant. C'est quelque chose qui a monté depuis un an. Eux, ils me parlent de la photo, de l'image. Ils disent qu'elle est très photogénique. Elle vend, ça vend. Par rapport à Sarkozy, qui est donc votre deuxième film, aussi disponible en DVD, c'est moins une histoire d'amour. Hein. C'est pas ça qui est au centre du film. C'est plus un truc de rivalité entre hommes, quoi. Et Sarkozy, ça. Pas de bisous, une petite On va voir. Regarde, Régis, regarde après. l'extrait et tu vas voir que ça marche à la testostérone. Monsieur, vous allez vous représenter comme député? Quoi, à chaque fois? C'est vrai? Vous voulez pas me répondre? Il veut pas me parler, c'est ça le problème. Je voulais lui demander s'il voulait se présenter comme député. Et en fait, il veut se présenter, donc ça va changer en fait la donne à l'Assemblée nationale, puisque les députés de l'UMP vont pouvoir, d'une certaine manière, contrôler le gouvernement. Le gentillité qu'affiche Sarkozy à votre égard, là c'est drôle parce qu'il y a un côté Jacques Tati derrière à essayer de poser votre question. Mais c'est comme ça pendant tout le film et au bout d'un moment ça doit être super énervant pour un journaliste quand un mec veut pas vous parler. Mais finalement il se présente même quelquefois il répond quand même dans le film, j'arrive quand même à le coincer. Je peux vous raconter comment ça s'est passé avec lui et comment ça se passe avec les journalistes qui le suivent régulièrement. Comme moi pendant 3 mois je lui ai couru derrière. Même si son service de presse m'avait dit, mais bien sûr, vous le rencontrerez, pas de problème. Mais jamais ils ont dit oui. Donc c'était toujours en gros pour me calmer. Ce qui n'avait pas vraiment marché. Mais la première rencontre avec... je vous prends vous, je vous prends... Je veux bien lui pour ça. Ouais. Non, moi je fais Sarkozy. Un jour il s'est assis à côté de moi, c'était à Avoriaz, ou Avoriaz. Vous faites moi. Toi, ouais, pardon. Et il s'assoit à côté de moi, j'étais très étonné. Donc moi j'étais... Je sors mon micro, non, c'est sans caméra, etc. Il y avait plein de journalistes, les caméras, non, on veut pas. Donc il me dit, alors comment ça va? Non, ça Comment c'est ça Chirac. va? Ça, c'est Chirac. Non, mais il était comme ça. Il est journaliste, il est et pas il commence à me imitateur, tutoyer. ça. Alors, qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis, excusez-moi, monsieur Sarkozy, on ne peut pas se tutoyer. Pas avant de coucher. Et il a enlevé il a quitté mon corps. Et je voulais pareil, le respect. Et c'est vrai que de ce jour-là, comme j'ai refusé le premier jour cette connivence qui est son excellence. Tout le monde dit que Sarkozy a cette relation avec le journaliste. Oui. Il est toujours un peu à attraper les gens, à jouer la convivialité. À demander des nouvelles de la famille, des enfants, il connaît les naissances, il connaît même votre salaire. Il va même dire, toi t'es pas assez payé. Hein. La prochaine fois, je vais en parler avec ton patron. En revanche, ta maîtresse, très bien. Mais je l'ai entendu. C'est énorme. Alors cela dit, vous êtes en train d'inventer, j'en parlais avec Stéphane, un journalisme citoyen. Il y a des scènes, mais on a l'impression que vous êtes potes, quoi. Vous êtes dans votre voiture à un moment donné, et vous l'appelez parce qu'elle ne veut pas filer une subvention à un parc qui s'appelle la Vallée des Singes, et vous lui dites, mais quand même, Ségolène, c'est sympa ce truc-là, pourquoi vous ne donnez pas vos subventions? Le vouvoiement, il est presque en trop, mais vous n'avez plus du tout un rapport de journaliste avec elle. Hein. C'est un journaliste. Bah si, parce que je lui pose une question de journaliste. Ouais. Maintenant, je lui parle directement parce qu'avec Ségolène Royal, l'attaché de presse, c'est pas la peine. L'attaché de presse ne peut pas décider. Alors, c'est en train de changer, là, hein. Mais juste en ce moment, juste maintenant. Ségolène Royal, à l'époque, c'est en direct qu'il faut la voir. Alors que Nicolas Sarkozy, jamais. Enfin, moi, j'ai jamais eu son portable. Éric Besson. Faut pas. Non, Monsieur Louvrier, en l'occurrence. Franck Louvrier. Voilà. Et donc, non, c'est deux façons. Moi, j'ai jamais eu Est-ce que simplement, ce qu'on voit aussi avec votre manière, moi, ce que j'aime bien dans votre manière, c'est le fait de vous imposer, donc d'assumer le reportage. Est-ce que c'est pas aussi comme ça que fonctionnent tous les journalistes politiques, finalement? Est-ce qu'ils sont pas tous à tutoyer un petit peu les hommes politiques?
politiques? Est-ce qu'ils sont pas tous un peu flattés de pouvoir les approcher? Parce que ça marche pas un peu comme ça, la réalité du journalisme politique. On les voit faire leur petit plateau, ils ont une manière très, très neutre d'agir, alors que est-ce que dans la coulisse, ils sont pas comme vous, plus proches, plus liés aux hommes politiques? Bah moi, je suis proche physiquement déjà, puisque je vous ai expliqué, j'essaie d'avoir cette ça, relation, une relation. Donc vous voyez ma relation avec elle, avec lui. Mais non, j'ai pas moi, je me sens, si vous voulez, j'ai vraiment pas peur de me fâcher. Voilà 2 films qui sortent, l'un sur Sarko, l'un sur Sego. Ils sont en DVD, Portrait de Sarko, Portrait de Sego, par John-Paul Lepers. Roule à ta question, c'est comme ça, c'est sans transition. Thomas, roule à ta question. Ah bah vas-y, on voit. Est-ce que vous préféreriez vous battre avec Mike Tyson ou avec votre femme? Ah, il réfléchit, Thomas. Sans aucune hésitation, Tyson. Mais aucune hésitation. Parce qu'au moins dans la boxe, il y a des règles. Excellent. John-Paul, vous aussi, vous y avez droit. Roulez ta question. Oui, ah bah oui. Vous n'avez pas marre de raconter toujours les mêmes conneries à la télé? Non, pas encore. Non, ça me passionne. J'ai toujours des nouvelles questions. C'est un peu toujours les mêmes, mais les situations changent. J'aime bien faire ça. Quand je pars le matin avec mon micro et mon équipe, ça se voit, vous avez un enthousiasme génial. On adore faire ça. J'ai halluciné, vous avez 50 piges. Regardez cette tête magnifique qu'il a. Mais si, 50 piges, John-Paul Lepers. Ah ouais. C'est pas beau, ça. Je vous en donnais 49, moi. Comme quoi, le journalisme, ça conserve. Alors, ce qui permet de rester jeune aussi, bien sûr, c'est de se replonger dans les contes de notre enfance, les histoires que racontaient les parents, maman, papa, je sais pas. Et là, pour nous aider à revenir vers l'enfance, il est là. J'aime bien ce moment. Il s'appelle Ben. Un truc qui est tombé, là. Tout le monde prend son pouce, tout le monde commence à le sucer, on l'écoute attentivement. Voilà, donc j'ai préparé un petit conte pour Stéphane. Donc bonjour, les grands enfants. Bande de petits cons. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Stéphane Guillon et de ses fameux portraits d'invités. L'histoire commence à Noël. Il fait beau, les oiseaux chantent. Bref, c'est une histoire un petit peu décalée. Stéphane Guillon n'a pas toujours été le chroniqueur à la plume acide que l'on connaît. Il a bien d'autres talents, c'est un excellent acteur, et il n'a pas son pareil pour faire une blanquette de veau. En tout cas, tous les gens qui ont mangé chez lui pensent que c'est un excellent acteur. Et puis un jour, un animateur de télé entend parler de ses talents entend parler des talents de Stéphane par un ami à lui, journaliste, qui lui dit « Putain, hier, je suis allé bouffer chez un pote, c'était vraiment dégueulasse. » L'animateur de radio décide alors de faire appel à Stéphane pour faire le portrait des invités, et très vite, tout Paris est au courant que Stéphane cuisine comme une merde. Ce qui lui permet d'obtenir un rendez-vous dans les bureaux de Canal+ et un stage de cuisine. Les objectifs sont clairs, il doit apprendre à faire cuire un œuf et rencontrer le directeur des programmes pour faire le portrait des invités dans une émission de télé. Pour faire une bonne impression, il a pris une douche. En arrivant devant le directeur des programmes, Stéphane dit bonjour, mais le directeur ne répond pas, alors Stéphane s'agace, il lui tire la langue. Les deux hommes se lancent alors dans un concours de grimaces qui tourne vite à l'avantage de Stéphane, et le directeur se met à pleurer en lui demandant de faire le portrait de Johnny en moins de 2 minutes. C'est alors que Stéphane Guillon sort des crayons de couleur et entame un croquis approximatif de l'idole des jeunes. Le directeur des programmes décide alors de compléter la formation culinaire de Stéphane en l'envoyant faire un stage de dessin. Mais l'expérience est catastrophique. Stéphane est un grabouilleur atypique qui ne peut pas se plier aux règles du coloriage traditionnel. En plus, pendant le stage, il fait souvent pipi dans sa culotte et ne veut jamais partager son goûter avec les autres élèves. Le directeur des programmes de Canal+ ne sait plus quoi faire jusqu'à ce que Stéphane lui fasse lire un texte qu'il avait écrit pendant le stage de dessin après s'être fait confisquer ses crayons de couleur. Le texte ressemble à une recette de cuisine, mais le directeur des programmes remarque que Stéphane ne fait pas beaucoup de fautes d'orthographe. Il décide alors de lui racheter des crayons de couleur et de l'embaucher pour faire le portrait des invités. Stéphane connaîtra le succès que l'on connaît et sera invité dans les agités du bocal. La morale de cette histoire est bien plus complexe qu'elle n'y paraît, et elle m'a été dictée par Stéphane Guillon lui-même. Si un jour tu viens bouffer à la maison, ça serait sympa d'apporter une bouteille de vin. Ben, mesdames, messieurs.
L'émission touche à sa fin, on va bientôt se séparer en musique, mais juste avant ça, on va faire un petit tour. Juste un petit mot, parce qu'on a oublié de le dire. John Paul, Regardez télé là, sur ici, Internet. La télélibre.fr, c'est une nouvelle télé sur le net. On est une vingtaine de copains, de journalistes, de techniciens, de preneurs de son. C'est une chaîne généraliste, on y C'est une trouve quoi chaîne pour l'instant qui est politique. Et on a 1 ou 2 reportages par jour. C'est toute la campagne, les petits, les gros candidats, des correspondants en province. On a des gens à l'étranger aussi. Je fais des longues interviews de tous les candidats. Et on a tous les jours un reportage de news. Rappelez l'adresse. La pub. Il n'y a pas de pub, on refuse la pub. On refuse la pub. Rappelez l'adresse. Latélélibre.fr. Voilà. John Paul Lepers. Dont les 2 reportages sur CD et Sarko sont disponibles en DVD, évidemment. Thomas Sisley, son DVD s'appelle Stand Up, il est en tournée et je rappelle les dates 23, 24, 25 mars au Casino de Paris. Exactement. Stand Up, Thomas Sisley. And the last but not the least. Stéphane Guillon, c'était bien cool de t'avoir tout au long de l'émission. On s'est un peu chamaillé, mais c'était pour vous faire marrer tous, parce que sinon... Alors, là, avec vous le pouvez DVD, acheter ce DVD, Franck Dubosc, Stéphane Guillon, Dans toutes les bonnes... un grand succès de la comédie romantique. Et aussi, Stéphane Guillon aggrave son cas. Voilà, son bouquin. Et bien sûr, il est en tournée aussi, Stéphane Guillon. On termine avec les shopping dans les invités du bocal. Je rappelle qu'il y a un concert qui est prévu le 18 mai au Café de la Danse. Tu fais quoi dans la vie? Tu mets quoi comme parfum? Le champagne c'est gratuit? Sous ce top tu mets rien? Tu fais quoi dans la vie? Ton papa il est qui? Tu veux quoi comme voiture? C'était quoi tes chaussures? C'est des vrais bonnets d'été? Il reste de la CC? Comédienne toi aussi. Tu fais quoi dans la vie? Cette conne sort avec lui? T'es frisé c'est la pluie? Tu sais qu'il est en cure? C'est des quoi tes chaussures? Sur tes lèvres tu mets rien? Tu l'aimes bien ce crevard? C'est sérieux, blague à part. C'est combien la rebier? Tu veux bien me baiser? T'es pas bien avec moi? Tu y crois toi au poids? C'est dans quoi je l'ai lu? Ils sont où les petits culs? C'est joli, c'est Chanel hein? Tu promets rien qu'une belle? T'es sublime, t'as maigri? Tu me rappelles, c'est promis?